va démarrer avec un petit peu de retard, mais ça fera venir les gens, je pense. Donc, merci d'être présent à cette conférence qui s'intitule « Pensez votre transformation énergétique et passer à l'action ». On est ensemble jusque vers 15h15 et on terminera par des questions, voilà, si vous en avez. Donc, vous avez tous remarqué ces dernières années qu'il y avait des augmentations de phénomènes de sécheresse, des pénuries de matières premières, la crise Covid, enfin, toutes les crises diverses et variées qui nous ont quand même ouvert les yeux et qui nous font penser qu'il devient nécessaire de réduire la dépendance des entreprises aux facteurs extérieurs et de mettre en place une vraie stratégie pour consommer différemment, mieux, moins, etc., en allant vers de la sobriété, du mix énergétique, récupération des flux d'énergie fatale et de l'économie circulaire ou d'autres choses. Donc pour ce faire, 3 intervenantes qui sont ici présentes vont partager leur vision et les actions qu'elles ont mises en place dans leurs entreprises respectives. Donc tout d'abord, Marie Soria Ao du cluster Éco-Bâtiment, Stéphanie Bouillot du groupe La Poste et Marine Temporal de l'entreprise Routin, bien connue des Savoyards. Donc je vais leur laisser la parole une petite minute pour qu'elles se présentent. Alors c'est moi qui entame la marche. Donc moi je suis effectivement Marie Soria Ao, je suis déléguée générale du cluster Éco-Bâtiment, qui est une structure régionale qui rassemble à peu près 250 entreprises qui travaillent sur la performance énergétique et environnementale appliquée au bâtiment. Donc nous, on va vraiment structurer la partie offre. Et c'est donc sur cette partie offre que vous pourrez venir faire votre sourcing pour faire des travaux de rénovation, de construction neuve pour l'ensemble de vos bâtiments, que ce soit du neuf, de la rénovation, que ce soit sur des bâtiments donc plutôt industriels ou des bâtiments de type logement ou résidentiel ou tertiaire. Voilà. Bonjour, Stéphanie Bouillot. Moi, je suis déléguée au développement régional pour le groupe La Poste, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et j'ai en charge l'engagement sociétal du groupe et les transitions écologiques. La Poste, c'est 6 millions de mètres carrés en France, 28 000 pour la Savoie, 28 000 mètres carrés. C'est le 2e poste d'émissions de gaz à effet de serre, donc la sobriété énergétique, c'est un vrai sujet pour nous. Et d'autant plus qu'on a des filiales comme Sobre Énergie, comme Économie d'énergie ou Movivolts qui travaillent sur ces sujets-là pour nous accompagner dans notre réduction de consommation d'énergie. Donc, bonjour, Marine Temporal. Du coup, je suis directrice R&D qualité et RSE chez Routin, donc Routin que vous connaissez tous, donc fabricant de sirop et alcool de Savoie, à peu près 60 millions de litres de sirop par an. Je vais vous parler de notre démarche RSE, donc qui s'appelle Shake Your Talent, sur lequel on a plusieurs actions, donc notamment la lettre E, donc environnement. Donc on a une stratégie de diminution carbone, donc dans laquelle rentre en effet la partie énergie, également une stratégie d'économie d'eau, et également une stratégie d'avoir un meilleur impact au niveau de la biodiversité. Voilà, donc on va commencer. Je voulais savoir d'abord qu'est-ce que ça... Il vous reste quelques minutes pour nous rejoindre sur le stand conférence 14h avec pour thématique « Pensez votre transformation énergétique et passez à l'action ». Hall B, espace conférence. Voilà, je reprends. Donc, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Quels sont les enjeux et quelle réflexion cela implique par rapport à ce que vous faites? Voilà. Alors déjà, pour resituer et donner quand même quelques chiffres, le secteur du bâtiment en général, c'est 44%, presque 45% des consommations d'énergie. Donc un bâtiment, ça consomme vraiment énormément d'énergie. Ça consomme aussi énormément d'émissions de gaz à effet de serre et de carbone. C'est à peu près un poids carbone qui est équivalent à un quart, donc 25% des émissions de carbone viennent de la partie bâtiment. Donc on est vraiment sur un des enjeux qui sont énormes, puisqu'en fait la filière bâtiment est souvent d'ailleurs pointée du doigt comme une des filières les plus consommatrices d'énergie et de carbone. Mais on a aussi l'avantage dans la filière bâtiment d'avoir les effets leviers en main. Dans les effets leviers en main, je pense notamment tout ce qui est tous les enjeux qui sont en place sur les différentes réglementations, sur la rénovation énergétique, etc. Sur la stratégie nationale bas carbone, sur la feuille de route décarbonation, on fait partie des filières qui se sont structurées pour écrire une feuille de route sur la décarbonation des bâtiments. Cette feuille de route a accouché, j'allais dire, de 25 fiches
avec 120 propositions de la filière pour arriver à décarboner et à rendre les bâtiments beaucoup plus performants, beaucoup plus efficients. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à répondre aux enjeux de baisse de consommation de l'énergie pour que vous puissiez payer moins d'énergie. L'objectif, il est aussi vraiment d'arriver à allier le développement durable, donc dans son sens économique et dans son sens environnemental, et d'arriver aussi donc à moins émettre de carbone. Et donc j'en parlerai plus tard, mais ça va vous permettre, vous en tant que chef d'entreprise, en tant que gestionnaire d'un patrimoine ou d'une structure, d'intégrer aussi des notions sur la taxonomie européenne et sur la valeur verte de l'immobilier. Et ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, sur les grands enjeux, et pour répondre à votre question, c'est vraiment, on a une filière du bâtiment qui est hyper énergivore, hyper consommatrice, mais on a la chance de pouvoir avoir les effets leviers. Et donc après, on pourra rentrer dans les détails de ces effets leviers. Alors, les enjeux pour le groupe La Poste, on va se rejoindre de toute façon. C'est évidemment des enjeux économiques. La maîtrise de la facture des consommations énergétiques, c'est un vrai sujet pour nous tous. C'est aussi un aspect prudentiel vis-à-vis de l'avenir par rapport à la volatilité des prix de l'énergie, et on l'a connu actuellement. Ce sont de nombreux investissements aussi sur des travaux de rénovation énergétique. C'est des investissements sur l'avenir, parce qu'on a calculé que finalement nos investissements de rénovation et les économies générées d'énergie à long terme vont largement compenser les investissements financiers réalisés. On a aussi un sujet sur la conformité réglementaire, évidemment, des critères CIER et puis CSRD pour ceux qui sont topés par ces sujets-là. Et puis, il y a un volet attractivité aussi. Il y a un enjeu d'attractivité à plusieurs niveaux. Évidemment, c'est intégré dans la stratégie RSE du groupe La Poste. Mais c'est un sujet aussi de la marque employeur, parce que c'est aussi un choix pour nos futurs collaborateurs de rentrer dans des entreprises qui font des efforts pour l'habitabilité de la planète. Et puis c'est un choix aussi, une attractivité pour les clients. Vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus d'appels d'offres incluent des critères RSE et notamment de sobriété énergétique. Et puis c'est évidemment aussi un atout pour les investisseurs. C'est un critère d'attractivité pour nos investisseurs. Donc les enjeux chez Routin, alors ça ne va pas être de se chauffer ou de se climatiser, ça va être essentiellement sur notre consommation de gaz, puisque vous savez, on fait des sirops qui nécessitent un process de pasteurisation, donc qui va être très énergivore. C'est ce qui nous permet d'assurer des sirops qui sont sans conservateur, qu'on exporte dans le monde entier. Donc nous, ça va vraiment être plus un enjeu sur notre consommation de gaz et un peu d'électricité, ramenée par litre de sirop. Donc c'est une question de performance énergétique, comment on peut réduire cette consommation, sachant que nous, aujourd'hui, on a une croissance assez importante, donc comment réduire en produisant plus. Mais c'est aussi une question, et on le verra par la suite, de comment avoir une énergie qui est plus propre. Comment faire en sorte qu'elle soit plus propre et comment faire en sorte qu'elle soit en local. Merci. Donc, concrètement, dans les entreprises, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les bâtiments ou dans vos entreprises respectives pour que nous puissions aller vers cette transformation énergétique ? Alors, nous, du côté du cluster éco-bâtiment, on a un positionnement qui est peut-être un petit peu différent parce qu'on va vraiment se positionner en tant qu'offreur de solutions. En fait, nous, on va plutôt structurer l'offre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'architectes, de bureaux d'études, d'industriels, d'entreprises qui vont mettre en œuvre les travaux de rénovation ou de construction. Donc nous, on va plutôt être en apporteur de solutions, c'est-à-dire qu'en fait, les entreprises, des gestionnaires de patrimoine, des gestionnaires du tertiaire, vont plutôt venir frapper à la porte chez nous en disant voilà, j'ai un projet de rénovation, de construction, un projet pour essayer aussi de rendre mon énergie plus verte, de consommer moins d'énergie, d'avoir un process beaucoup plus efficient. Ça peut être aussi ce process industriel, évidemment. Et donc, faut faire des audits, il faut faire des études. C'est pas d'un claquement de doigts comme ça qu'on passe de l'existant à une nouveauté, à un avenir. C'est d'abord poser un état des lieux. Pour poser cet état de lieu, donc la première chose, c'est déjà de faire un audit de l'existant, un état des lieux. Combien je consomme, comment je consomme, quelle est la densité, etc. Sur les bureaux, par exemple, on travaille beaucoup aussi sur la densité des bureaux. Alors, je ne sais pas si vous gérez des bureaux, mais on l'a vu avec la crise de Covid notamment. Il y a pas mal de mètres carrés de bureaux qui ne servent plus à rien, concrètement. Donc, tous ces mètres carrés, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, on arrive aussi à travailler sur la réversibilité des bâtiments, sur la diversité des usages du bâtiment. Il y a aussi tout ce qui est réhabilitation des friches industrielles. Comment une vieille friche industrielle
bah voilà, j'ai une friche industrielle, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que finalement ça doit rester une industrie ? Est-ce que cette friche elle peut servir à autre chose ? Si je la rénove, comment je la rénove ? Est-ce que j'en déconstruis une partie et est-ce que j'en rénove une autre partie ? Parce qu'en fait on cherche aussi toujours à travailler sur un optimum entre de la déconstruction et de la reconstruction. Ça c'est un élément important parce qu'en termes d'énergie et de carbone, et en termes de coûts, évidemment, de coûts financiers, il faut mieux toujours essayer de rénover, de réhabiliter de l'existant, plutôt que de reconstruire. En fait, tout raser et reconstruire, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins, parce que tout le monde a maintenant compris que c'était pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution parce que par rapport à la pénurie des matériaux, par rapport au carbone, par rapport à l'énergie, etc. Donc en fait, il y a une vraie réflexion, donc une sorte de prise de hauteur à prendre sur votre propre patrimoine. Et pour arriver à faire cette prise de hauteur, souvent, voilà, vous êtes chef d'entreprise, nez dans le guidon, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas forcément non plus les compétences pour. Donc, il faut déjà savoir vous faire accompagner. Et donc, pour ça, il faut pouvoir s'entourer de professionnels qui sont donc plutôt des bureaux d'études, des programmistes, des économistes de la construction, et qui vont donc pouvoir faire un état des lieux et après programmer, phaser des travaux de neuf ou de rénovation. Et l'objectif, et ça fera un peu la transition du coup avec ma voisine, c'est que nous on va voir le côté technique de comment on va phaser les travaux de la manière la plus intelligente possible et sur un laps de temps que vous décidez vous en tant que chef d'entreprise. Est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, à voir suivant votre vision d'avenir. Et en fait, on va phaser les différents travaux pour ne pas ce qu'on appelle tuer le gisement. C'est-à-dire ne pas se dire, allez, sur les 5 premières années, je fais du relamping, je fais ci, je fais ça. Ok, mais une fois que ça sera fait, il y a certains travaux finalement peut-être qui étaient plus basiques à faire et qui ne seront pas faits dès le départ, et donc ça va ce qu'on appelle donc tuer le gisement. Donc une fois que toute cette partie étude est faite, évidemment vous allez me dire faut qu'on trouve aussi des sources de financement. Voilà, et donc c'est là où sur les sources de financement, y a des solutions qui, je pense, qui sont existantes. En ce moment, il y a pas mal de crises au niveau de l'immobilier, donc en fait concrètement on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent récupèrent des bâtiments qui sont plus ou moins anciens, plus ou moins en bon état. Ça veut dire qu'ils peuvent aller vous voir, que vous pouvez les conseiller, que vous pouvez les orienter, que vous pouvez les aider, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, alors on va pouvoir les orienter vers des entreprises, donc des professionnels du bâtiment. Et quand on dit du bâtiment, parce que ça c'est pareil, les professionnels du bâtiment, c'est pas un maçon, c'est pas un plâtrier peintre, c'est pas un carreleur. Les professionnels du bâtiment, c'est aussi un architecte, c'est aussi un économiste de la construction, c'est aussi un industriel donc qui va faire des équipements, des matériaux pour les bâtiments. Et donc nous en fait on a donc 250 entreprises que régionales, donc uniquement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui travaillent sur ces sujets-là, sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Donc nous, on va vraiment structurer cette offre, donc les différents maillons de la chaîne, et à vous, donc en tant que client finalement, de venir faire votre sourcing au sein de nos entreprises. Donc on a, en toute transparence, plus de collectivités, de bailleurs sociaux et tout ça qui viennent nous voir pour ça, parce que pour l'instant, justement, la partie privée connaissent moins ces dispositifs qui existent et qui sont là. Donc effectivement, si vous avez des projets comme ça, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous. Et nous, on peut après donc vous réaiguiller vers des entreprises qui auront les compétences pour, comme je disais, donc faire ces audits, faire cet état des lieux, faire ce phasage de travaux qui vous permettront d'avoir des bâtiments plus performants. Merci. Donc pour le groupe La Poste, quelles sont les actions que vous avez mises en place en tant que... Moi, je vais rebondir sur le diagnostic. Il y a un maître mot aujourd'hui qui s'appelle, je crois, la planification. Quand on a en Auvergne-Rhône-Alpes pour La Poste un peu plus de 400 plateformes industrielles et logistiques et 2000, on va dire, points de contact La Poste, c'est un sujet. On a réalisé là en 2022 et début 2023 plus de 120 diagnostics énergétiques. Parce que l'idée, c'est la priorisation. C'est de regarder, en fait, quels sont les bâtiments les plus, finalement, énergivores et sur lesquels intervenir le plus rapidement possible. Donc, il y a une histoire de priorisation, aussi de planification dans le temps et une planification, évidemment, financière. Ces audits, ils nous ont permis aussi de mettre sous pilotage, en fait, la consommation de nos bâtiments avec un système le SME, le système de management de l'énergie, ce qui nous permet, en fait, de regarder bâtiment par bâtiment, en fait, les postes énergivores et les points sur lesquels il est urgent d'intervenir. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, on intervient sur 3 faits. On intervient sur l'enveloppe du bâtiment, quand on parle de bâtiments existants.
On intervient sur les équipements du bâtiment. Exemple, les chaudières. Aujourd'hui, au 31/12/2023, très précisément, nous aurons 0 chaudière fuel sur l'ensemble du parc immobilier d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on va passer aussi beaucoup de temps à travailler sur les énergies renouvelables. Et 100% aujourd'hui de nos bâtiments en Auvergne-Rhône-Alpes sont alimentés en électricité d'origine renouvelable. C'est un choix de l'entreprise. Et le dernier volet, en fait, c'est le travail avec les collaborateurs, les occupants des bâtiments, en fait, parce qu'il faut les sensibiliser. C'est les premiers qui occupent le bâtiment, c'est les premiers qui peuvent être sensibilisés aux éco-gestes, et c'est les premiers acteurs, finalement, des économies d'énergie. Voilà, ça c'est vraiment sur notre parc de bâtiments. Et puis après, évidemment, on a la chance, nous, d'avoir des filiales qui nous accompagnent. Mais l'idée de la Poste aussi, c'est évidemment de capitaliser en fait sur cette expérience interne pour pouvoir après accompagner d'autres acteurs économiques. On évoquera ce sujet plus tard. Et donc, chez Routin, vous avez mis en place des actions. J'ai bien compris que c'était le gaz. Donc, du coup, je pense que vous avez priorisé Alors, le on gaz. a mis en place plusieurs actions. Du coup, un petit slide, très bien. Du coup, on a fait un audit énergétique, alors que c'est vrai, on n'était pas soumis puisqu'on restait une PME. Donc, on l'a fait pour bien connaître nos dépenses en énergie, en gaz et pour identifier nos objectifs et nos pistes d'action. Donc, on a identifié une réduction de 7% d'ici 2025. On a formé 4 référents pro-REFI dans l'entreprise. Donc ça, c'est quand même important. C'est une formation très pratique sur qu'est-ce qu'une économie énergie, qu'est-ce qu'une énergie, quelles sont les actions que je peux faire et quelles sont les aides qui existent en France, notamment quand on est une PME. Et ça permet d'avoir 4 relais au sein de l'entreprise. Même si on reste une PME, c'est important d'avoir plusieurs personnes pour avancer sur ces actions. Alors ensuite, on a fait comme beaucoup, je vais aller assez vite, de la compensation carbone sur nos dépenses énergétiques. Mais bon, voilà, compensation carbone, on va passer assez vite sur ce sujet. On a toute notre électricité qui est produite à partir de sources renouvelables. Et surtout, on a un méthaniseur sur site qui permet de traiter tous nos effluents. Et grâce en fait au biogaz que génère notre méthaniseur, on le convertit en électricité qu'on revend à EDF. Donc on produit par an à peu près l'équivalent de 158 besoins pour un habitant français. Voilà. Et donc on a encore d'autres projets. L'idée, ça serait de pouvoir en effet, pourquoi pas, réutiliser ce biogaz pour nous-mêmes, pour notre gaz. Donc il y a une question de stabilité, il y a beaucoup de questions physiques sur ce sujet, mais l'idée c'est d'être un peu en autonomie et voilà, de ne pas revendre forcément notre électricité et notre gaz, mais on arrive, en produisant des sirops, à générer également de l'électricité, en nettoyant nos eaux. Ouais, en fait, vous avez tout mixé et vous êtes arrivé à faire quelque chose de plutôt vertueux. De plutôt vertueux, mais on a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup de biogaz pour faire autre chose. D'accord. Et vous ne réutilisez pas l'électricité en interne, vous la remettez Jusque-là, on la revendait. C'était plus intéressant de la revendre d'un point de vue financier par rapport au prix de l'électricité. Ça, c'était il y a 3 ans quand on a défini notre contrat. Aujourd'hui, quand on voit en effet les prix de l'électricité qui ont augmenté, c'est une question qu'on se pose de réutiliser l'électricité en interne pour vis-à-vis de la fluctuation des prix et même vis-à-vis de la stabilité de la source et aussi de notre démarche RSE. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit. En fait, avec le biogaz, on peut aussi bien convertir en électricité grâce à une turbine, mais on peut aussi utiliser le gaz. Donc il y a aussi une question de qu'est-ce qu'on veut faire derrière. Donc on peut soit le convertir en électricité, soit en gaz. Donc on va voir ce qu'on fait de notre biogaz restant. D'accord. Okay. Très bien, merci. Mais du coup, je suppose que vous avez décidé de mettre en place ces actions. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de la démarche qu'il faut faire. Donc vous en avez un petit peu parlé, mais quels pourraient avoir été les freins? Quelles actions peuvent être en place? Enfin, voilà. Quels ont été les freins? Je ne sais pas qui veut commencer. Par exemple, vous, quels peuvent être les freins pour rénover un bâtiment? Je suppose les règles d'urbanisme, la réglementation, les choses qui changent. Voilà. Oui, alors il y a les choses effectivement réglementaires, les choses on va dire techniques, mais finalement sur la partie technique, maintenant on a acquis un savoir-faire qui est à peu près là. Souvent les freins, ils sont plutôt du côté du maître d'ouvrage. Le frein, en fait, il vient de celui à qui appartient le bâtiment, qui a envie de faire quelque chose, mais qui finalement se retrouve un peu face à la montagne de choses qu'il faut faire, que ce soit donc au niveau administratif, toutes les demandes administratives, etc. Après, la partie aussi ingénierie financière, c'est pas toujours évident non plus de mettre tout ça en place. Par contre, il y a un point sur lequel je voudrais quand même accentuer et bien revenir. Il y a des obligations réglementaires qui vous incombent si vous avez un certain type de bâtiment et un nombre de mètres carrés de bâtiment. Donc je pense que vous avez entendu parler du décret éco-énergie tertiaire. Donc pour les bâtiments de plus de 1000 m² ou les entités de plus de 1000 m², donc il y a une obligation de faire une étude pour savoir combien vous consommez, de rentrer ces consommations d'énergie dans une plateforme nationale qui s'appelle la plateforme Opéra, donc depuis déjà 1 an et demi.
Et surtout, vous avez une obligation de baisse de consommation qui sont quand même assez draconiennes, puisque c'est à moins 40% de consommation par rapport à l'année de référence de 2010 pour l'année 2030. Donc un gap de 40% sur 2030, un gap de 50% sur 2040 et un gap de 60% sur 2050. Donc c'est quand même pas rien. Donc on se dit waouh, au départ c'était un peu la crise de vertige pour tout le monde en se disant comment on va faire ça. Et finalement en fait on se rend compte donc avec l'expérience que en fait avoir fait quelque chose sur le long terme à 2030, à 2040, à 2050, ça permet aussi à tout le monde de prendre la mesure des choses à faire. On en a commencé d'en parler aussi avec les usagers, les éco-gestes, etc. Et finalement, il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent que rien qu'en faisant des éco-gestes, on arrive déjà à gagner énormément en consommation d'énergie. Donc dans les actions à faire, il y a déjà juste poser et regarder comment même avec un bâtiment existant, comment on le pilote, comment les usagers sont informés ou pas de comment le bâtiment fonctionne. Et rien que là-dessus, déjà, le gap d'économie d'énergie est énorme à faire. Donc, économie d'énergie dit aussi facture d'électricité moindre. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment important. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que donc, sur les grosses entités, donc plus de 1000 m², vous êtes assujettis à ce décret. C'est une réglementation, c'est une loi, c'est comme ça. Nous, là-dessus, on a formé et vraiment informé et formé nos bureaux d'études pour qu'ils soient, donc, on va dire, au top, quoi, pour pouvoir justement faire la partie audit, la partie rentrée des consommations, données des consommations. Ça, c'est bien, c'est l'aspect réglementaire, mais c'est surtout après comment ils arrivent à programmer et donc faire le fameux phasage de travaux dont je parlais tout au départ. Après, même si vous n'avez pas forcément 1000 m² de bâtiment, ça n'empêche pas de faire, évidemment, les choses correctement. Et j'allais presque dire d'autant plus que si vous avez des bâtiments plus petits, on va dire le pourcentage d'économie sera encore peut-être plus impactant sur votre facture finale d'électricité ou de gaz, ou enfin, en tout cas d'énergie. Donc en fait, le décret tertiaire, il est sur les 1000 m². C'était une obligation, il fallait trouver aussi un seuil, donc il a été décidé qu'il soit sur 1000 m². Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas embarquer ceux qui ne sont pas sur 1000 m², hein, bien évidemment. Donc, dans les choses très concrètes, nos bureaux d'études nous ont vraiment dit que, alors, grâce à ce décret, cette obligation réglementaire, ils avaient eu énormément de demandes de la part des assujettis pour faire au moins cet état des lieux, cette cartographie. Et donc, plusieurs gestionnaires patrimoine ont fait ce qu'on appelle donc un schéma directeur de l'immobilier du patrimoine pour déjà savoir juste, en fait, qu'est-ce qu'on a dans notre patrimoine. Alors ça peut être une question un peu bizarre, mais des fois certains se demandent, j'ai des garages, est-ce que ça compte dedans, ça compte pas dedans, j'ai ci, j'ai ça, puis finalement tout additionné, on se rend compte que chacun a un peu de foncier, chacun a un peu de bâtiment, mais ça peut être plus ou moins éparpillé, etc. Et qu'en fait il y a vraiment pareil, en termes de densité, en termes d'espace, des choses à gagner. Et même chose dans les process industriels. On a déjà eu aussi le cas dans des industries où ils nous disaient « ouais, je surconsomme, je ne comprends pas pourquoi ». Et en fait, le process n'était pas du tout efficient. Il y avait des pertes dans tous les sens, tout ça. Et en fait, ils ne s'en rendaient pas compte. Mais ne serait-ce que sur des choses très, très basiques, mais sur les systèmes de ventilation, etc., qui fonctionnaient en 24/24, alors que le process ne fonctionnait que 8 heures par jour, par exemple. Et donc, c'est là où on se dit... Il y a beaucoup de bon sens finalement à remettre en place. Donc ça peut paraître bête, mais c'est un enjeu déjà juste de retrouver du bon sens pour gagner en efficience énergétique. Donc dans les axes très concrets, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment d'arriver à se poser avec le chef d'entreprise, de lui poser les bonnes questions, de prendre du recul encore une fois et d'arriver à phaser les choses. Ouais, je vais peut-être rebondir sur la conformité réglementaire, évidemment, on n'y coupe pas et c'est essentiel, mais en tout cas, c'est un vrai levier d'opportunité. C'est un vrai levier d'opportunité pour aussi aller plus loin. Il ne faut pas sous-estimer nos collaborateurs. Nous, on a mis en place des groupes de travail spontanés avec des collaborateurs. C'est les mieux placés dans nos plateformes, notamment industrielles, pour savoir ce qui se passe au jour le jour et heure par heure. Et c'est eux qui, souvent, sont à l'initiative en fait, de suggestions en disant, finalement, voilà, de telle heure à telle heure, on peut peut-être éteindre, on peut peut-être fermer une porte, ça évitera de la déperdition, de chaleur, etc. Donc il y a ça aussi, je crois que c'est la mobilisation des collaborateurs, les écouter, entendre leurs suggestions,
On a mis en place aussi des challenges. On a inscrit certains de nos bâtiments à un challenge qui s'appelle Cube, donc sur la réduction énergétique. Donc voilà, il y a une petite compétition aussi entre équipes qui fait un peu d'émulsion. Donc ça, c'est aussi sympa. Et ça, c'est évidemment sur cet aspect-là de les occupants. Mais les occupants, finalement, ils sont là, ils connaissent bien le bâtiment et ils sont force de proposition. Ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Et au-delà, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on va des fois presque plus loin que les obligations réglementaires, et qu'aujourd'hui, par exemple, quand on a déconstruit ou quand on a rénové des bureaux de poste, par exemple, eh ben déjà, grâce aussi aux idées des collaborateurs, eh bien, on fait appel à des structures d'insertion qui viennent déconstruire en fait le bâtiment, qui récupèrent tous les matériaux qu'on met dans une matériothèque solidaire et qui vont bénéficier à d'autres. Et ça, c'est de l'énergie en moins, puisque ce sont des portes, des moquettes, etc., qu'on ne va pas reconstruire, qu'on va donner finalement. Et voilà, ce sont des petites idées, mais encore une fois, voilà, c'est l'aspect colibri que vous connaissez tous, mais c'est important. Très bien, merci. Et du coup, on va enchaîner sur vous, puisque vous pouvez vous faire accompagner, et notamment, vous allez nous présenter le programme que vous faites, puisque vous avez, en plus de faire des choses pour la Poste et d'avoir des filières, vous proposez aussi un programme d'accompagnement. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, bon, la Poste, c'est une entreprise à mission qui a 4 engagements sociétaux, dont un qui est l'accélération des transitions écologiques pour la société. Donc effectivement, on a des filiales, nous, qui sont spécialisées et qui peuvent accompagner les collectivités locales et les entreprises. Mais surtout, on est parti avec des partenaires, avec EDE, donc Économie d'énergie, avec la CMA France et CCI France, pour réaliser un programme de sobriété énergétique à destination des TPE et PME. Et c'est un programme qui est entièrement gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez accès à une plateforme en ligne où vous allez pouvoir ouvrir un carnet de bord de votre énergie, de vos consommations, selon la filière et le métier que vous faites. Voilà, donc il y a des critères spécifiques. Vous êtes boulanger, vous êtes coiffeur, vous avez un commerce alimentaire, vous êtes restaurateur, vous avez un commerce de vêtements, etc. Il y a 14 filières métiers qui ont été identifiées. Et on va vous donner des conseils pour optimiser et réduire vos consommations énergétiques. Vous avez accès à un conseiller qui va vous donner spécifiquement des conseils individualisés. Et puis surtout, derrière, vous avez un programme aussi de formation entièrement gratuit qui est dispensé par la CMA et CCI et qui va vous permettre d'aller encore plus loin, comprendre votre facture énergétique, faire des économies. Et pour information, les premiers résultats, on a jusqu'à 30% d'économie d'énergie en 3 mois sur certains métiers, sur certains commerces. Et la moyenne, en gros, on va dire que minimum, c'est 7% et ça va jusqu'à 30% aujourd'hui sur les premiers retours d'expérience que l'on a. Juste pour préciser, c'est vraiment de la formation personnalisée. Mais est-ce que vous avez des temps collectifs, d'échange pour partage des bonnes pratiques en fonction des filières ou des choses comme ça? Alors, il y a des ateliers qui ont déjà été mis en place par la CCI Savoie, d'ailleurs, qui ont pu permettre déjà une première sensibilisation. Et puis ensuite, il y a vraiment les conseils individualisés. Donc là, ça va être des conseils, je dirais, en ligne, par téléphone, sur ses propres préoccupations. Et puis ensuite, il va y avoir des formations un peu plus globales, on va dire, sur apprendre à lire sa facture énergétique. Ça paraît bête, mais c'est pas si simple. Vous pouvez renégocier vos contrats aussi, il faut le savoir. Et puis vous avez vos sources d'énergie, donc d'économie d'énergie. Donc tout ça va être dispensé avec des programmes spécifiques qui sont mis en place encore une fois par nos partenaires. Et d'ailleurs, si vous voulez, je crois que CCI Savoie et CMA sont là, et que juste derrière, si ça vous intéresse, on pourra le développer. Très bien, merci. Et juste une petite question supplémentaire. Tous les gens que vous avez déjà accompagnés, est-ce que vous savez s'ils sont allés vraiment plus loin, s'ils se sont arrêtés, s'ils ont continué la démarche? Vous avez déjà un retour? Pas du tout? Alors oui, je mets le pied à l'étrier et du coup ça me pousse, ou vraiment je me contente de ça, ou pas du tout? Voilà. Non, alors en fait c'est un bon point de départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont commencé le carnet de bord énergie avec les conseils, ils arrivent à peu près à 7% de réduction d'énergie. En poursuivant jusqu'à la formation, on arrive à pousser jusqu'à 30%. Mais je dirais qu'après, nos partenaires, ils dispensent aussi d'autres formations plus spécifiques sur d'autres typologies de réduction. Et tout ça est très complémentaire.
En revanche, c'est c'est un programme entièrement gratuit, cette fois-ci financé par les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Et c'est là où l'idée, c'est d'entraîner le maximum de TPE et PME dans cette démarche. Une démarche gratuite qui va leur permettre tout de suite de réaliser des économies. Et ensuite, bien sûr, quand on a pris goût aux économies, en général, on y revient. Merci. Maintenant, chez Routin, je voudrais juste savoir comment vous avez initié la démarche. Est-ce que vous avez rencontré des freins? Vous avez fait toute seule? Vous êtes accompagnée? Vous avez pris un cabinet conseil? En réfléchissant, voilà. Ouais, donc c'était dans notre démarche RSE. Faut bien remettre quand même dans le contexte que nous, notre consommation de gaz et d'électricité sur notre bilan carbone global, c'est pas grand-chose. Ça va être 1500 tonnes d'équivalent CO2 alors qu'on va être à 40 000 tonnes. Donc on va surtout aussi concentrer nos actions sur notre scope 3. On fait venir des matières premières du monde entier et on exporte dans 82 pays. Puisque le sirop, vous savez, il n'y a qu'en France qu'on le consomme dans l'eau. Le sirop dans le monde entier est consommé dans des cafés, donc comme les baristas ou dans des cocktails. Donc en fait, on a fait tout un ensemble d'actions, mais en premier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sensibilisé nos collaborateurs. Donc tous les ans, on fait une formation RSE sur des thématiques différentes. Donc l'an dernier, c'était en effet sur tout ce qui est consommation d'eau et consommation d'énergie. Puisque comme vous dites, des petites actions, ça porte des fois des grands résultats. Donc on est déjà parti de ça. Éteindre des machines ou ce genre de choses, c'est des choses sur lesquelles on a gagné beaucoup. Après, on s'est fait aussi accompagner. Donc nous, l'audit énergétique, forcément, on l'a réalisé avec un accompagnant. On a beaucoup d'aides, puisqu'on est une PME. Alors il y a plein d'aides, puisque plein de structures proposent des aides, mais on a aussi les aides de l'ADEME qui nous a aidés pour l'audit énergétique. On s'est renseigné sur les C2E, donc on a beaucoup appris lors de notre formation Pro-Réfi, sur lequel on est monté en compétence sur des sujets qui, pour le moment, c'était du chinois pour nous. Et aussi, toujours avec l'ADEME, on s'est lancé dans une stratégie de décarbonation, donc qui est globale, qui n'est pas que sur notre scope 1 et 2, pas que sur nos énergies. Mais pareil, c'est une stratégie qui est initiée par l'ADEME qui s'appelle Acte pas à pas, qui vous permet en fait de construire votre stratégie de décarbonation sur vos différents piliers et une stratégie qui est atteignable avec un référentiel collectif. Donc, suivant votre secteur d'activité, vous pouvez vous comparer, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans certains secteurs, sur quels sont les référentiels et quelles sont les actions que d'autres ont mis en place, même si finalement c'est mes concurrents et que je peux mettre en place. Donc, on s'est aidé de nos collaborateurs, puisque c'est eux qui font l'entreprise, mais on s'est aussi beaucoup aidé de l'ADEME et des aides qui existent. Il y a énormément d'aides. C'est souvent dans une entreprise une question de temps, de prendre le temps de regarder les aides qui existent. Et oui, on en reparlera tout à l'heure parce que je pense qu'il y en a effectivement beaucoup et il y a des gens qui sont là aussi pour vous aider et pour vous aiguiller. Je voulais juste savoir, un peu partout, est-ce que vous avez eu des problèmes pour sensibiliser le personnel? Ils étaient plutôt ou pour les entraîner dans la démarche? Parfois le changement fait peur, parfois on voit ça comme une contrainte. Est-ce qu'ils sont plutôt proactifs, voilà. Je vais commencer, comme ça je vous laisse la main. Et surtout, comment, si jamais vous avez eu des réticences, comment vous êtes arrivé à les... En fait, ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on a formé tous nos collaborateurs à la fresque du climat pour remettre quelles sont aujourd'hui les conséquences du dérèglement climatique, où on en est et quels sont nos différents postes d'énergie. Donc en effet, la partie bâtiment qui est un gros poste surtout en Europe. Pour qu'on ait à peu près tous le même niveau. Donc la fresque du climat, vous savez, c'est le rapport du GIEC qui est expliqué sous format de jeu et de cartes. Pour qu'on parte tous du système, voilà quel est le constat aujourd'hui. C'est pas Routin qui vous dit il faut économiser l'énergie. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez sur les plus grandes richesses mondiales, 70% sont des entreprises. Donc nous, en tant qu'entreprise, on a aussi des choses à faire. Vous, en tant que consommateur aussi, puisque c'est quand vous consommez que vous pouvez agir. Mais nous, en tant que consommateur, on a notre rôle et vous faites partie de l'entreprise. Donc on veut tous agir dans cette lignée. Et vraiment, c'est vraiment basé sur des données scientifiques qui sont un peu le b.a.-ba qu'on va retrouver à l'école pour repartir et un peu impulser tout le monde dans la démarche. Après, nous, on fait des journées RSE tous les ans, on a plein de certifications, c'est quelque chose qu'on fait vivre tout le temps. Et en fait, tous les collaborateurs de l'entreprise, donc on n'est pas tant que ça, on n'est que 150, on a tous des objectifs RSE qui sont inhérents à nos métiers. Et par exemple, notre service technique est objectivé, donc la prime, objectivée à 10% sur la réussite de la baisse des énergies. La partie production, c'est sur l'eau. On a vraiment des objectifs qui sont inhérents à leur métier. Donc c'est vraiment tous les jours en fait, qu'on vit cette RSE et qu'on travaille dessus. Merci. Même question. Oui, non, il n'y a pas vraiment de frein, d'autant plus que... alors, si je vous donne un exemple, la Poste a la plus grande flotte de véhicules électriques d'Europe et on a formé l'ensemble des postiers à l'éco-conduite. Alors l'éco-conduite, c'est simple, vous faites un petit trajet en conduisant normalement, on vous enseigne les techniques de l'éco-conduite et puis vous refaites exactement le même trajet avec un petit compteur CO2 et tout ça, CO2 et économie de carburant, voilà.
Il se trouve qu'en appliquant les pratiques de l'éco-conduite, vous économisez à peu près 14% de carburant sur la même distance. Ça, c'est pour l'entreprise. Mais les postiers qui ont suivi cette formation, vous vous doutez bien qu'ils l'ont appliqué chez eux. Parce que 14% de moins de carburant, avec sa propre voiture perso, on le fait. C'est exactement la même chose sur les éco-gestes, en fait. On a fait effectivement la fresque du climat, on a fait la fresque de la sobriété énergétique. Et en fait, quand on montre aux personnes aussi que par des gestes simples qui sont adaptables dans l'entreprise, mais aussi au quotidien chez eux, ils vont aussi eux-mêmes, dans leur budget familial, avoir des réductions. Et finalement, c'est un effet d'entraînement. Et c'est pas si compliqué que ça d'embarquer les collaborateurs. Et juste pour finir aussi sur ce sujet-là, on a, alors c'est pas un nouveau métier, mais en tout cas une évolution des métiers qu'on appelle l'AMU, qui est l'assistant à maîtrise d'usage. Pendant longtemps, on a parlé des AMO, qui étaient les assistants à maîtrise d'ouvrage. Là, maintenant, on a des assistants à maîtrise d'usage, avec vraiment ce métier de comment on embarque les usagers au moment où il y a des travaux des gros travaux de rénovation, des travaux de performance énergétique, pour que justement, on ne se dise pas que... Parce que, voilà, on ne va pas se cacher que parfois, entre la théorie et la pratique, il y a un écart. Hein, on se dit, tiens, le bâtiment, après travaux, consommera tant. Et dans les faits, des fois, il y a quand même un gap. On se dit, d'où vient le gap? Le gap, il peut effectivement venir des usagers, parce qu'on peut avoir des effets rebonds après travaux, etc. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas, l'assistance à maîtrise d'usage est une sorte de nouveau métier, entre guillemets, qui s'est mis en place. Des structures, hein, on a quelques adhérents là-dessus, qui sont vraiment spécialisées sur justement l'accompagnement auprès des usagers. Alors, quel qu'il soit, ça peut être des usagers dans des logements, on a fait ça, nous, avec des bailleurs sociaux, on peut le faire aussi avec des entreprises, avec l'idée vraiment d'expliquer le pourquoi du comment on va faire ces travaux, le comment ça marche, de faire des carnets, un peu comme les carnets qu'on a dans les voitures là, pour voir les travaux qu'on a fait, etc. Bah, là, c'est un peu pareil aussi. C'est une sorte. D'ailleurs, maintenant, il y a le carnet d'information logement qui existe. Mais l'idée, c'est de faire pareil aussi dans les bureaux. De se dire, bah, voilà, quand je sors des bureaux, je fais attention à tel truc, voilà. Et pas seulement de miser que sur la technologie du bâtiment dit intelligent, en se disant, c'est bon, il y a la GTB, GTC qui gère tout le bâtiment. Mais non, il y a quand même vraiment l'usager à la base. Et autre point, donc, par rapport aux usagers, et ça, pareil, on l'a vu vraiment plutôt post-Covid, il y a eu un vrai changement de paradigme et de lien avec le bureau. Donc là, je parle plus sur la partie tertiaire. Hein. Le fait il y en a qui étaient en télétravail, ouais, j'ai le mot en anglais, en full télétravail. Et quand on a commencé à leur dire, faut revenir un jour, faut revenir 2 jours, faut revenir 3 jours, il y en a qui sont revenus vraiment en traînant des pieds parce qu'ils préféraient rester chez eux que de revenir au bureau. Et finalement, après, il y a tout un tas de choses aussi qui ont permis de créer des collaborations, des coopérations qui n'existaient pas avant et qui ont été mises en place avec ce retour au bureau, finalement, donc à travers des fresques. Vous citiez les fresques du climat, il y a les fresques sur la rénovation, il y a les fresques sur la biodiversité, sur l'eau, etc. Donc, sous forme de jeu, en fait, ça permet de faire coopérer les usagers entre eux. Et un autre point, alors celui-là, on ne l'avait pas forcément vu arriver, mais finalement, maintenant, on commence à arriver à le mesurer, c'est la productivité des usagers. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Pour l'instant, on est en train de pouvoir le calculer dans une école, mais on aimerait bien arriver à faire pareil dans des bureaux. C'est de se dire que finalement, quand l'usager, donc par exemple le personnel de bureau, se sent bien dans ses bureaux parce qu'il a la bonne température, une température de confort, qu'il n'a pas la lumière en pleine figure, mais qu'il a une bonne lumière naturelle, qu'il a une acoustique intéressante, donc vraiment une sensation de confort, finalement il est bien au bureau, il a une productivité qui est beaucoup plus intéressante et importante. Et ça, c'est aussi des nouveaux indicateurs qu'on peut mettre en place, des indicateurs sur lesquels on échange avec les chefs d'entreprise en leur disant, mais en fait, si vos salariés sont bien, sont confort dans leur bureau, dans leur travail, déjà vous aurez moins de turnover, il y aura la marque employeur qui va prendre un petit coup de boost. Et tout ça, ça a aussi de l'impact. Alors, elle est dure à mesurer, mais ça a quand même de l'impact et c'est quelque chose d'important. Donc, la partie vraiment enjeu usager est une grosse part, au-delà de la partie technique, qui est maîtrisable. Oui, c'est beaucoup plus facile de gérer du process que de l'humain. On est bien d'accord. Merci. Juste, je voudrais savoir quelle est votre vision de l'avenir dans 1 an, dans 10 ans. On va commencer par vous. Je sais que Marine a beaucoup de choses à dire, donc on la laissera terminer. Ce qu'on peut voir, alors moi je vais parler de la filière de l'éco-bâtiment, sur la partie développement, environnement, sur ces sujets-là.
Bon, alors je n'ai pas encore trop d'expérience, mais bon, voilà, je commence quand même à avoir 10-15 ans de recul. Il y a 10-15 ans, quand on parlait de ces sujets-là, on nous regardait un peu avec des grands yeux en mode ouais, ok, voilà. Là maintenant, on va dire que, alors heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, en tout cas l'histoire montre que faire des économies d'énergie, il n'y a plus de question, que ce soit une question environnementale, une question d'enjeu climatique. Il n'y a plus de questions non plus au niveau de l'enjeu portefeuille, on va appeler ça comme ça. Il y a une pénurie des matériaux, enfin, on a aussi un contexte géopolitique qui est quand même très tendu. Donc en fait, quand on met tout ça à la suite, on se rend compte qu'il n'y a plus de questions à se poser, il faut aller de l'avant. Et dans le faut aller de l'avant, et je reviens un peu avec ce que je disais au tout départ, moi l'avenir, je le vois plutôt de manière positive, en tout cas en ce qui concerne la filière de l'éco-bâtiment, étant donné qu'on est sur le haut de la niche qui est capable de répondre aux enjeux climatiques et énergétiques par rapport au gros volume d'entreprises du bâtiment. Donc nous, nos entreprises, pour l'instant, ne connaissent pas la crise et tout va bien, donc j'allais dire tant mieux. Et que la réglementation dont on parlait un petit peu tout à l'heure, nous souvent on a l'habitude de dire la réglementation pour nous c'est plutôt la voiture balai, c'est pas du tout c'est pas la locomotive quoi. Nous la réglementation on se dit mais c'est la base et c'est vraiment comme on dit la voiture balai qui doit ramener tout le monde dans le droit chemin et que les réglementations souvent sont plutôt des belles opportunités si on sait bien les appréhender, si on sait bien les tourner à notre avantage. Mais pour ça, on ne peut pas savoir tout faire, donc il faut savoir se faire accompagner. Et il y a, je pense, en plus en Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance d'être dans une région qui est hyper dynamique au niveau des différentes structures qui existent pour l'accompagnement des entreprises. Donc, quand on a une entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes, je pense qu'on a toutes les cartes en main pour agir sur sa transition environnementale et sur sa transition énergétique. Même question sur l'avenir. Effectivement, moi, je rejoins ce qui vient d'être dit. La question de l'habitabilité de la planète et de la préservation des ressources, c'est plus une option aujourd'hui. À tel point que le groupe La Poste a pris l'ambition de faire 0 émission nette carbone à 2040 et pas 2050, trajectoire certifiée par SBTi. Ce qui veut dire que d'ici, si on met des jalons comme ça, d'ici 2030, on doit baisser de 20% d'économie d'énergie pure. Je ne parle même pas du reste et des émissions à gaz à effet de serre. Entre 2017 et 2022, on est déjà à moins 17%. Donc l'avenir, pour l'instant, on tient la trajectoire, on va dire. Ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, l'avenir, je pense que dans les métiers, il va y avoir des nouveaux métiers aussi, justement pour appréhender toutes ces problématiques au sein des entreprises. Donc il y a une question de formation et de montée en compétences de nos collaborateurs, notamment ceux qui travaillent sur l'immobilier, bien évidemment, mais pas que. Tous ceux qui sont en lien avec les questions d'énergie, tout simplement. Il y a aussi un sujet sur la question des énergies renouvelables. Là, on est à 56 000 mètres carrés, par exemple, de photovoltaïque, mais c'est un vrai sujet, et on fait des expérimentations sur l'autoconsommation. Voilà, donc c'est des sujets qui sont en cours d'instruction, qui peut-être demain seront le réflexe de tous. Mais en tout cas, la trajectoire y est. Et juste pour finir, l'avenir, c'est pas une entreprise, c'est nous tous dans la salle, citoyens, entrepreneurs, collaborateurs, chefs d'entreprise, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire de gros progrès. Une question avant de vous laisser la parole. Au niveau de vos sous-traitants, vous les entraînez, voilà. Oui, alors les sous-traitants, évidemment, du scope 1 au scope 3, ils sont dans notre trajectoire aussi de baisse de réduction de gaz à effet de serre. Donc on va jusqu'au scope 3. Donc oui, mais ça passe par énormément de choses. Ça passe par évidemment la flotte de véhicules électriques, mais on regarde aussi, on a du GNV, on a de l'hydrogène, on cherche aussi un petit peu tous ces sujets-là, on les entraîne. On les entraîne à tel point qu'on a aussi une filiale qui s'appelle par exemple Movivolt, qui est une filiale de la Poste et de la Caisse des dépôts et consignations, qui a pour but de faire de la location longue durée de véhicules électriques pour les TPE et les PME. Voilà, parce que si je vous prends un exemple, un Kangoo
utilitaire électrique, ça a un surcoût de 30% par rapport à un thermique, sauf que pour être amorti, il faut qu'il fasse 200 km jour. Voilà, donc c'est pas forcément un bon investissement tout de suite pour une PME. La location longue durée peut être un avantage. Donc voilà, donc on est aussi en train de capitaliser en fait sur l'expérience parce qu'on est tellement gros finalement. Voilà, 230 000 collaborateurs, voilà, 6 millions de mètres carrés, 91 000 véhicules par exemple, donc 40% électriques, c'est pas rien. Donc on capitalise en fait sur des savoir-faire qu'on a réalisés en interne pour nos propres besoins, pour pouvoir ensuite d'ailleurs les porter et les exporter et les proposer aux collectivités locales, qu'on accompagne par exemple sur la détection des passoires énergétiques dans l'habitat privé ou auprès des chefs d'entreprise aussi. Merci. Je vous laisserai finir avec votre vision de l'avenir chez Routin. Alors, oui, la vision de l'avenir. Alors, sur les gaz et l'électricité, qui est le sujet de la conférence aujourd'hui, donc nous, tout l'enjeu, ça va être plutôt d'être alors, certes, de se sourcer en électricité renouvelable et pourquoi pas en biogaz, mais essayer d'être en local. On a la chance d'avoir un méthaniseur sur site, voilà, qui nous permet de générer ce biogaz. Et si on pouvait être en économie circulaire, tout simplement nettoyer nos eaux et grâce à l'électricité, au gaz produit, du coup, pasteuriser nos sirops, ce serait vraiment un bel objectif. Donc, on va travailler essentiellement sur ça. Et après, sur tout le reste, tout le scope 3, voilà, on mène plein d'actions différentes avec comme objectif, en effet, la stratégie SBTI qui est également proposée en accompagnement par l'ADEME, qui nous permettrait, on va dire, de vivre tous un peu plus longtemps. Et après, je pourrais en parler très longtemps, donc je vais rester sur la partie énergie, comme ça, ce sera beaucoup plus court. D'accord, ok. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puisque je pense qu'on a à peu près terminé. On fera une petite conclusion après vos questions, n'hésitez pas. Non, je pense que c'est plus simple comme ça, merci. Bonjour, Loïc Boichot, Société Vinci. Comment vous, pour Routin, vous sensibilisez vos sous-traitants justement à l'aspect Scope 3 parce qu'ils font partie de votre Scope 3 ? Alors, c'est un grand sujet de la sensibilisation de nos fournisseurs qui est en fait le scope 3 le plus important. Chez nous, c'est la production des matières premières. Alors, il y a certes le fret, mais c'est surtout la production des matières premières. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est tout simplement un questionnaire RSE et des audits qu'on envoie tous les ans, donc sur les différents impacts qui est la gouvernance, le social et l'environnement. On a en fait une note RSE sur ces différents aspects. On fait un retour aux fournisseurs et on lui dit aussi, par exemple, aux maisons aromatiques, par rapport aux sucriers, voilà, vous êtes là. Nous, aujourd'hui, on veut travailler qu'avec des fournisseurs qui sont à telle note. Donc, soit vous continuez avec nous, il faut progresser. Après, on est petit, on ne s'appelle pas Coca-Cola. Donc, c'est des fois compliqué d'amener avec nous des sucriers qui sont énormes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tous les 2 ans un petit événement qui s'appelle le Supplier Green Day, dans lequel on fait une petite activité cocktail pour les meilleurs fournisseurs qui sont impactés dans notre démarche RSE. Mais en effet, tout l'enjeu aujourd'hui, quand on est agroalimentaire, c'est de ramener les filières. Quand vous utilisez du sucre, on ne peut pas se poser la question de la déforestation en Amazonie. Quand vous utilisez de la vanille, il faut se poser la question du travail des enfants à Madagascar. Donc c'est vraiment, pour moi, le plus important. C'est sûr, les énergies, c'est important dans une entreprise, mais quand on est une industrie agroalimentaire, c'est vraiment les filières et comment j'emmène tout le monde. Et même si je suis une PME, j'ai quand même mes leviers. Donc c'est vraiment grâce à ce questionnaire et aux audits qu'on fait sur site. Donc en fait, suivant la note qu'ils ont, on fait un audit tous les 5 ans. Ça peut être un audit tous les 2 ans pour pouvoir auditer nos fournisseurs. Mais c'est des grands sujets quand on est sur des grands fournisseurs, en effet. Ouais, juste peut-être pour compléter, c'est un vrai sujet, mais imposer des critères RSE aux fournisseurs, c'est le premier pas en fait. C'est le premier pas, c'est de pouvoir qu'ils puissent rendre des comptes quelque part sur ce qu'ils ont mis en place ou leur trajectoire. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait de dire on va progresser, et ensuite évidemment c'est de les accompagner et de les faire bénéficier aussi de l'expertise. Voilà. Mais ça c'est un vrai sujet. Par exemple le chargement en vrac dans les camions des colis,
Et ben, ça a été fait pour optimiser le chargement des camions. Voilà. Les camions double pont qui ont été inventés et avec des prestataires extérieurs aussi, c'est parce que ça nous permet de mettre plus de colis dans un même camion, donc moins de camions sur les routes, etc. Donc c'est aussi un partenariat avec des fournisseurs qui sont un peu historiques, avec lesquels on a l'habitude de travailler. Mais en tout état de cause, effectivement, il y a des critères sur lesquels ils doivent rendre des comptes quelque part et sur leur trajectoire. Et je rajouterais juste, et en plus la connaissance de nos fournisseurs quand on réalise notre propre bilan carbone, parce que bon, les bases de l'ADEME comme facteur d'émission, ça reste des moyennes. Donc la connaissance de nos fournisseurs sur leur facteur d'émission sur un scope 3, c'est nécessaire pour affiner le bilan carbone et entamer une stratégie de décarbonation. Quand une entreprise agroalimentaire, ça se fait essentiellement avec ses fournisseurs. Une question justement pour le bilan carbone où maintenant il va y avoir le reporting extra-financier qui va descendre. Est-ce que vous pensez que ça va améliorer les choses? Et surtout, est-ce que vous avez du mal à récupérer des données fiables, j'allais dire? Alors, nous déjà, on a internalisé la compétence du bilan carbone pour pouvoir le réaliser tous les ans. Pourquoi? Parce que du coup, on est 18 collaborateurs à faire le bilan carbone pour que chacun soit maître de sa donnée. La fiabilité de la donnée, on a. Ce qu'on n'a pas, en effet, c'est les bases ADEME qui restent des moyennes. Donc, vous n'avez pas la production d'un sucre, d'un jus de fruits, tout ça. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on travaille avec les fournisseurs sur ces parties. Aujourd'hui, l'obligation, elle est sur un scope 1 et un scope 2. Donc, c'est pourquoi quand on vous dit qu'on compense carbone ou qu'on est neutre en carbone sur un scope 1 et 2, à l'échelle d'une entreprise agroalimentaire, c'est clairement du bullshit. Donc, en effet, voilà, c'est un travail avec les fournisseurs pour avancer sur ces sujets-là. Pas forcément l'avis de route, je vous ai donné, mais c'est mon avis. D'autres questions? Non. En tout cas, je pense qu'on peut dire que c'est du bon sens, clairement, que c'est du travail collaboratif, que peut-être il va falloir qu'on repense à comment on peut se fédérer aussi dans toutes les zones industrielles pour... moi, j'ai une grande surface, peut-être que je peux faire de l'électricité, puis j'en ai pas besoin, je peux la donner à mon collègue, ou j'ai un méthaniseur, je peux faire des boucles d'énergie ou des boucles... voilà. En tout cas, comme vous l'a dit Marine, il y a pas mal de structures qui proposent des accompagnements. Il y a pas mal de structures qui proposent des aides. Il y a pas mal de structures qui peuvent vous mettre en relation. Ne pas hésiter. En parlant de formation, il y a l'ADEME qui a fait Pacte, qui est basé sur Acte, mais c'est le truc un petit peu avant, qui est là pour mettre en place une formation, une stratégie, et qui touche les DAF pour entraîner la direction. Donc ici, vous êtes sur le salon Decidia, vous avez les partenaires CCI, CMA, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. N'hésitez pas à aller les voir en sortant ou parler du programme Watt avec la Poste et la CCI. Voilà, en tout cas, je vous remercie.